bande de connards! Tout commence en mars 2012, quand Antoine Daniel poste sa première vidéo d'une série de maintenant 37 épisodes. Bon, si vous avez trouvé cette vidéo, pas besoin de vous expliquer le succès qu'a eu cette émission, mais il est fort probable qu'elle ne parle pas aux plus jeunes. Inspiré par Ray William Johnson, What the Cut nous propose 3 vidéos marrantes, bizarres, voire répugnantes parfois. De plus en plus longues et ambitieuses, car au fil du temps, des courts-métrages scénarisés sont travaillés et inclus à ce concept. En ce qui me concerne, j'en ai entendu parler pendant des vacances d'été en 2013, alors que des potes à moi faisaient des blagues grotesques et crades et s'échangeaient des références qui me parlaient pas du tout. Ça vient de What the Cut, faut absolument que tu regardes. C'est donc ce que j'ai fait en rentrant chez moi et comme beaucoup d'adolescents, je suis devenu fan. Tout ça, c'était il y a plus de 10 ans. Ouais, ça fout un coup de vieux. Encore aujourd'hui, What the Cut est considéré comme un monument du YouTube français, donc il me tenait à cœur de faire cette vidéo pour lui rendre hommage, mais aussi et surtout pour me pencher sur les artistes musicaux qui sont passés dedans et ce qu'ils sont devenus 10 ans plus tard. Mes chers gens, bienvenue dans cette 4e découverte musicale un peu spéciale à la recherche des artistes musicaux qui sont passés dans What the Cut. Le premier qu'on a découvert dans l'épisode 5, c'est Mr. Delem. Vous serez surpris du nombre de chaînes qui ont été supprimées depuis l'époque, mais heureusement celle-là est toujours debout. Mr. Delem était une personne d'âge moyen qui a publié un cover de Eros Ramazzotti ainsi que quelques autres. Il a également plus de 11 liens dans sa bio, mais malheureusement, eux sont caduques. Mais c'est grâce à son Twitter que j'ai pu éclaircir un mystère de sa personne et qui peut expliquer sa façon de chanter assez particulière. Il est sourd. À côté de ses covers, il a posté des vidéos assez cultes où il prend le train sous fond de Schubert alors même qu'il a l'air de parler, mais du coup on l'entend pas. Il a aussi quelques vidéos qui restent sur Dailymotion dans le même délire, mais depuis j'ai pas trouvé de news de lui à part quelques tweets assez osef de 2019. J'ai rien trouvé de plus que ce qu'on connaissait déjà sur Kevin et les Délices, cet adolescent qui chantait Et si tu revenais pour son père, qui est un de ces fameux qui allait chercher un paquet de clopes et qu'on n'a plus jamais revu si on en croit les paroles, et qui s'est lui aussi pris un lynchage assez vénère. C'est triste que la seule source qu'il en reste soit un site ultra nul et condescendant comme celui où je l'ai trouvé. La vidéo redirige à une chaîne YouTube qui est manifestement pas la sienne étant donné qu'elle contient des vidéos qualifiables par les plus... de lolcow. L'homme qui avait fait sa vidéo avec la chute sur les oignons continue, comme à l'époque, d'entretenir son site qui est visuellement intéressant et fidèle à lui-même. Wow. Il poste encore des vidéos dont celle-là en 2016 qui parle d'actualité. Qui a tenté de parler d'actualité parce qu'il n'y a pas de son. D'ailleurs, certains titres de ces vidéos on dirait des titres de What the Cut potentiels. Madness Rain m'a étonné car lui, il est vraiment récemment actif sur sa chaîne qui s'appelle maintenant Sidrax pour du vidéo court et Rasta pour du vidéo long. Madness Rain, de la musique, des vidéoclips et de l'humour. Et premier degré, j'aime beaucoup ce qu'il fait en 3D si c'est lui qui le fait. Ça donne un côté très uncanny, enfin franchement j'aime bien. Débutant de ma bouche, les rêves les plus fous. On a soleil brille sur la verdure. Il a l'air d'avoir envie de tourner la page avec ses anciens projets, ce pourquoi on ne peut plus retrouver sa chaîne Madness Rain, mais heureusement il y a des gens qui ont archivé et republié ces vidéos quand même cultes et plaisantes pour la nostalgie. 3, 4... Alors autant certains de ces créateurs ont l'air chill et continuent leur petit bonhomme de chemin, ou ont changé de voix, ou ont disparu, mais il y en a certains, c'est tendu on va dire. C'est le cas du Québécois Philippe Lalanne qui, de l'extrait qui nous avait été montré, était juste un type qui chantait un amour d'été. Et dans cette interview, il raconte un peu comment ça s'est passé pour lui avec cette vidéo. Non, moi j'ai pas entendu parler de ça du tout. En tout cas, ça circule. Les productions Feeling, peut-être, Angélil, est-ce que c'est vrai que tu as reçu des offres à ce niveau-là? Non, aucunement, c'est complètement faux. Mais tu as reçu beaucoup de courriels, j'imagine, de tes fans, de gens qui t'appuient. Parce que là, on parle de phénomène Lalanne là, à Montréal. Je veux dire, nous, on a beaucoup de courriels, de réactions en studio. Toi aussi, t'en as, j'imagine. Sur le site, il se trouve avoir un forum. Oui. Ouais. Les gens peuvent écrire et puis... Oui. Puis je réponds en plus, fait que... Tu réponds toi-même, quand même, malgré tout, malgré la célébrité, il répond quand même lui-même, ce qui est vraiment comme déjà une marque d'humilité. C'est admirable. Ouais. C'est comme ça. Je veux dire, on écrit des chansons, là, je veux dire, depuis beaucoup de temps, fait que c'est une parmi tant d'autres. Il a très récemment repris son image en main en créant une page Facebook dont les posts ne respirent pas la modestie, on va pas se le cacher. Mais voilà, en creusant, je suis tombé sur ça. 3, 4, je vais te tuer, je vais te faire visiter l'enfer. Tu vas crier, mais y a rien à faire. Je vais passer ma main autour de ton cou. Je vais exercer une pression, tu ne respireras plus, let's go. Je vais exercer une pression, tu ne respireras plus, let's go. Je vais te tuer, yeah, yeah. Wow,
Soit c'est juste d'extrêmement mauvais goût, soit c'est juste inquiétant. Je suis au regret de vous annoncer qu'on n'a pas vraiment de nouvelles des 4 loustiques lycéens québécois. En revanche, on peut parler des appendices, ceux qui ont fait la reprise. Vous saviez que c'était une chaîne de contenu humoristique à la base ? Et il fallait que je vous en partage davantage parce que je trouve leurs vidéos super drôles et créatives. Bienvenue au premier cours d'espagnol. Uno. La dia redona ben mal au cul. La dia redona ben mal au cul. Cette nourriture était piquante. Do. Faire dodo, 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 je suis fatigué. Faire dodo, 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 dis douda. Dodo, 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 je suis fatigué. Faire dodo, 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 dis douda. À l'intérieur de moi, sommeille un gars fatigué. Il y a plein de potentiels mémesques dans chacune de leurs chansons les plus connues. J'ai essayé de chercher quelques infos sur Marina Weingarten, la femme qui rendait hommage à son caniche zébré avec sa fameuse chanson. Alors j'ai rien de bien neuf, mais je peux au moins vous proposer Trahison et Punition, un autre clip qu'elle a fait avec Tu as tout fait foirer, aussi plus d'âme tu as partagé. C'est pas du tarama, mais du tarakaka. Ta nourritureuse et menteuse. Il y a également cette chaîne-là qui recense quelques vidéos de Marina et Jackson. Le site IMDb nous informe que Marina a joué 2 rôles dans Les sabots à bascule et Sex Android. Mais mis à part ces petites infos, on n'a pas de nouvelles d'elle concrètes depuis au moins 2015. Elle a néanmoins été invitée par la radio corse Alta Frequenza où elle a fait la promotion de son livre autobiographique Marina mise à nu. Elle y raconte notamment sa vie en tant que femme de cabaret, mais surtout femme de son époque. Vous allez nous parler de votre livre, Marina, mise à nu. Vous faites beaucoup de défilés, vous défendez notamment les caniches bicolores à la caméra comme hier, parce qu'on rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Alta TV. Jackson est en train de dormir. Je suivais effectivement des cours au conservatoire. Oui, Marina, c'est mon choix, c'est moi. Avant, c'était... Vous voulez le savoir? Alors, Marie-Françoise... Marie-Françoise, c'est horrible. Vous allez loin vraiment dans la confession, je dirais, et on en parlera dans les jours qui viennent, puisque vous parlez de viol, vous parlez de prostitution. Ma mère, vous savez, c'est comme étaient les parents dans le temps, qu'elle avait droit quasiment de vie et de mort sur ses enfants. On ne se rebiffe pas contre ses parents, c'est l'époque où on n'a pas le droit de répliquer. Alors aujourd'hui, on va parler de votre entrée au Crazy Horse. Vous aviez quel âge? Une vingtaine d'années, oui. C'est ça? Oui. C'est osé, c'est... Bah oui, c'est vrai que je suis un peu loin de la danse classique, mais moi personnellement j'avais pas de tabou et je me disais oui pourquoi pas, parce que chez moi ma mère on devait jamais parler, on était d'abord habillés avec des uniformes en noir, en gris, en marron et quand j'évoquais un petit peu les choses un petit peu sexy, c'était t'as pas le droit de parler comme ça, c'est pas bien, une femme honnête ne parle pas comme ça. Bon, c'était un moyen pour moi de partir de chez moi, je savais pas comment me débrouiller, comment m'en sortir dans l'existence, c'était une forme de sécurité. Plein de petits boulots, la photo, la peinture... modèle photo, modèle pour les écoles de peinture. Donc le fait de vieillir, vous êtes un peu poussé vers la porte et si vous n'allez pas au-delà de simplement j'enlève les fringues et je fais du striptease, on veut plus de vous. Puisque vous racontez une scène de viol finalement, puisque vous allez de cabaret en cabaret. Et on y laisse des plumes et on dit rien et on avale les couleuvres. Là je le dis, je le raconte parce que j'ai réussi. La personne, vous avez proposé de vous payer pour cela, vous aviez refusé. Oui. Et malgré tout, après le viol, il vous donne l'argent. Oui, et je ne l'ai pas voulu. Et puis, il y a les bons côtés. J'ai été adulée, j'ai signé des autographes, on m'a emmenée de partout. J'étais vraiment une vedette pendant le temps où j'étais en tête d'affiche. Un jour, cet homme qui vient vous voir et qui vous propose 50 000 francs par mois pour faire un enfant. Et heureusement d'ailleurs que je ne l'ai pas fait. C'est un homme qui cherche une fille de papier. Je dis une fille de papier, c'est-à-dire une jolie fille. Ils n'essayent pas de savoir ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on est réellement, c'est simplement l'image que l'on donne. Une dénonciation au fisc et une dénonciation de votre maman. Par ma mère, oui. Ah, ça c'est le coup de poignard. C'est même pas imaginable, mais ma mère ne supportait pas ma vie, ne supportait pas mes maris, ne supportait pas ma carrière, ne supportait pas... Elle supportait rien de toute façon.
à chaque fois, elle essayait d'avoir une emprise qu'elle ne pouvait pas avoir. Et ça, pour elle, c'était un moyen de dire je suis toujours là et je te laisserai pas faire ce que tu veux comme tu veux. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un sur qui on se repose, c'est quelqu'un de fiable, de fidèle, qui vous aime que vous soyez en pyjama avec les bigoudis sur la tête, je donne un stéréotype, mais aussi bien que si vous êtes en robe de gala. En tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu, c'était fort sympathique. À très bientôt, Marie-Marie. À très bientôt. Vous commencez à en avoir marre du « on n'a pas de nouvelles ?» Ça tombe bien, moi aussi. Et ce passage-là va beaucoup rattraper la donne puisqu'il s'est passé quelque chose de vraiment cool. On va parler de Pulco, celui qui avait fait du lourd. Eh bien, sachez que déjà, il est toujours très actif, il fait du react de vidéos et de jeux vidéo. Et de ce qu'on savait de l'époque, lui et Antoine Daniel, c'est assez mitigé pour le moins dire, mais on va pas trop s'éterniser dessus car évidemment, depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Dans les côtés un peu plus techniques, si je ne puis dire, c'est un sacré bazar, car son ami Nico était lui-même passé sur SLG à l'époque. Il y avait un petit peu ce petit réseau où il connaissait un proche à Martin's Tools dont on parlera un peu plus tard. Mais plutôt que de parloter comme ça, je vais désormais laisser la parole à Pulco, qui a gentiment accepté de participer à cette vidéo. Du coup, c'est quoi un petit peu ton parcours au niveau de la musique? Qu'est-ce qui t'a en fait poussé et inspiré à te lancer dans la musique, du moins à l'époque? Alors le rap, j'en ai toujours écouté, mais c'est vraiment à partir de 2005 que je me suis vraiment intéressé. Avant d'être dans le rap, j'étais judoka, je faisais des compétitions et un jour je me suis blessé. Et pendant ma convalescence, j'ai écouté beaucoup de rap français. Et au moment-là, je me suis posé la question si je devais pas essayer. Ma mère m'avait fait la réflexion, chante pas, il faut que aligner des mots. Et un pote de mon entourage, il m'a gonflé et j'ai fait un clash contre lui en quelque sorte. Du lourd, est-ce que c'est ce fameux clash, c'est ça ou c'est une autre? Oh, pas du tout. Oh, on est très loin de du lourd là. On est en 2006 pour dire. 2011, la première version. Je l'avais mise sur internet et tout. Cette année-là, j'avais fait mon projet Rap de Brut, un CD qui se distribue, que je distribuais main à la main avec 19 titres. Et à ce moment-là, je commençais à rapper sur des instrus pas connus. C'était les boules de pas mettre cette version de du lourd sur le CD. Alors j'ai trouvé une instru à peu près équivalente, la version que vous connaissez tous. C'est pas cette instru-là que j'avais dans les oreilles au moment de l'enregistrement. C'est pour ça que des gens vont dire ouais, c'est pas un rythme. C'est normal que c'est pas un rythme. Du lourd, du lourd. C'est moi qui prends le mic, c'est toi qui ferme ta gueule. C'est qui, P-U-L-K-O. C'est qui, P-U-L-K-O. En fait, je sais pas si t'as vu, je fais des lives Twitch et j'ai fait une soirée What the Cut où j'étais revenu sur l'entièreté de mon classe justement et j'ai fait une vidéo react 12 ans après sur le What the Cut 13. Et oui, j'ai vu aussi qu'à l'époque, t'avais envoyé un message avec ton compte privé. Enfin, j'ai suivi un petit peu tout le quiproquo du message de la page qui était soi-disant mal écrit et puis en fait c'était pas toi, c'était Nico et puis que toi tu lui avais DM mais qu'il l'avait jamais vu. Toutes les interactions que j'ai eues avec Antoine Daniel, elles étaient toutes en public. On s'est jamais parlé dans le privé. Il n'y a plus vraiment de clash avec Antoine Daniel, maintenant c'est de la taquinerie plus qu'autre chose. On a eu la rencontre où il n'a pas failli partir en cacahuète, mais il m'a envoyé la sécurité quand même. Ah ouais, ok, j'étais pas au courant, ça on le voit pas dans la vidéo. Ça a mal commencé, mais après ça s'est plutôt bien terminé. Oui, l'eau a coulé sous les ponts, puis vous êtes tous les deux un peu plus âgés, son public aussi d'ailleurs. J'en ai quelques-uns dans les commentaires encore, mais ça va. Bah justement, je me demandais s'il y avait justement des petits pics quelquefois, ou si les commentaires ça s'était un peu tamisé. Il y a 2 ans, j'ai réussi à changer ma réputation sur les réseaux par rapport à un autre clash que j'ai eu avec un autre youtubeur, Michael J. Ah oui, j'étais pas au courant de ça. MJ Fermella et avec cette histoire avec l'ex de Michael J, les gens ont changé d'avis sur moi, enfin du moins sur Twitter. Une fois j'ai parlé avec Alexis76. Comme j'ai eu l'occasion de t'avoir, bah peut-être que tu avais des liens en fait avec ces personnes dont on a carrément plus de nouvelles. Je voulais faire un morceau avec Amandine38, Alexis76 et mon pote Nico, et le morceau je voulais l'appeler Avengers. Franchement ça aurait été excellent. Alors Alexis76... Pour le faux compte, j'ai eu une réponse positive, mais j'étais pas trop sûr de mon truc. Et Amandine38, elle m'a bloqué. Non, c'est parce qu'elle a fait une vidéo avec Swagman et on va dire il a un petit peu arnaqué, il s'est foutu de sa gueule.
Voilà, je comprends qu'elle soit réticente. Je m'intéressais donc un petit peu à l'impact négatif. Comment en fait tu mesures le niveau de harcèlement que tu as pu avoir par rapport à cette vidéo? Le harcèlement que je me suis pris à l'époque rend compte de sa négativité que maintenant, parce que sur X, voilà, je suis avec une communauté de youtubeurs. À l'époque, le truc que je me disais, c'est sur les réseaux sociaux, t'as accepté que ça se passe comme ça, maintenant tu assumes. J'avais dit, non mais pour être youtubeur, faut avoir des nerfs d'acier. Et le gars, il m'a pris un exemple en me disant qu'à l'époque, je m'étais pris, que je faisais partie des premiers youtubeurs à avoir connu le cyberharcèlement de masse, et je l'ai facilement encaissé. Ouais, faut mettre son ego de côté des fois. Et c'est ce que je me suis dit quand je me suis pris des menaces. Je me suis pris des menaces, je me suis pris des insultes. Martine, c'est une nana, elle a fait une chanson bizarre. Et cette meuf, elle faisait partie d'un collectif. Et dans ce collectif, il y avait un rappeur qui s'appelle Kiloulout. Ouais, j'ai un peu fait des recherches là-dessus. Est-ce que tu peux m'en dire plus, du coup? Le gars, il a fait un clash contre Antoine Daniel. Il voulait faire un clash truqué. Oui, j'avais vu cette histoire d'une fausse réconciliation et d'un faux clash. Et qu'après, on fasse un clash commun contre Antoine Daniel. J'ai dit, non, je fais pas de clash contre Antoine Daniel. Le problème, il est réglé, j'ai pas besoin de faire ça. Et du coup, toi, en fait, au niveau des répercussions, même si t'as encaissé, tu dirais que c'était assez fréquent et violent ou que ça allait relativement? C'est violent, ça s'est calmé au bout d'un an. En 2012, c'est l'année où j'en ai pris la tronche. Et 2013, ça s'est calmé, mais déjà parce que j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Et je suis monté crescendo. J'ai d'abord rencontré Kenza Farah, j'ai rencontré Soprano, enfin Baby. J'ai rencontré Caris, et après j'ai rencontré le boss final, j'ai rencontré Booba. Le fameux, oui. Et dès que la photo elle a tourné, dire en quelque sorte, j'ai gagné en street credibility. Et du coup, tous ces gens, t'as pu les rencontrer grâce au buzz un petit peu de tes vidéos ou ça avait rien à voir? Ça avait rien à voir, j'avais une pote commun avec une star de télé-réalité. Et du coup, pour clore un petit peu cette branche des questions sur le harcèlement, est-ce que toi, il y a des messages qui te viennent en tête, par exemple des pires choses que tu as pu recevoir? Genre, c'est quoi le pire message que tu as reçu? Pour te dire à quel point ça m'a marqué, à part quelques menaces de mort à droite et à gauche, il y a eu le clash avec un clash avec un autre rappeur, mais c'était bon enfant, ça me passe au-dessus de la tête. Pendant tous ces 10 ans, est-ce que tu as eu des gros projets ou des grands changements dans ta vie? Avec cette histoire d'Antoine Daniel, j'ai fait un buzz, il y a eu des gens qui ont essayé de revenir et il y a des gens qui sont partis par jalousie. Le jour où je suis daron, je pense que j'arrête YouTube. Vos rap, j'ai 4 CD, dont, et sur les 4, il y en a un, je l'avais fait avec Nico, c'était l'école des 33 coups. En 2016, j'avais arrêté mon groupe avec Nico. On s'est séparés pour des problèmes d'entente et aujourd'hui on se reparle. J'ai fait des chroniques de films, je fais beaucoup de live, j'essaye tout sur YouTube. Il y a un truc qui me parle, je teste. J'ai une chaîne TikTok aussi, j'ai fait monter grâce à une blague. C'était un Pikachu qui évoluait, à celui de Sacha un autre. Et en titre, j'avais marqué « Pikachu de Sacha a enfin évolué ». Allez, 1,7 million de vues. Eh bah écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi, ça m'a fait grave plaisir. Il n'y a pas de problème. Du côté russe, on a l'inoubliable Alexander Pistoletov. Il reste encore quelques clips sur sa chaîne écrite en cyrillique avec des clips qui sont pas plus récents que 2012, mais il a une chaîne plus récente sur laquelle il continue de publier des chansons, des clips musicaux, il planifie des concerts, il fait des séances spirituelles avec des personnalités décédées, toujours fidèle à sa personnalité excentrique et son univers décalé. À l'heure où j'enregistre ceci, sa dernière vidéo, c'est une vidéo qui parle de l'intelligence artificielle et la description est un peu trouble, je sais pas si le clip est réalisé à l'aide d'intelligence artificielle ou si eux-mêmes ils adoptent un petit peu une attitude uncanny par rapport à ce qu'on peut... Enfin... Constatez par vous-même, c'est juste trop bizarre et troublant. En ce qui concerne le groupe des 4 adolescents russes dont le groupe s'appelait Steklovata, ils se sont réunis 20 ans plus tard pour chanter à nouveau leur fameuse chanson du Nouvel An. Cette vidéo a suscité beaucoup de parodies à l'international, surtout dans les contrées anglophones. Josh Brolin l'a même reposté sur son Instagram. Il y a même un folklore qui s'est construit autour du groupe comme quoi ce serait 4 orphelins, mais ce sont des rumeurs infondées et la vérité c'est qu'ils avaient eux tourné ce clip pour souhaiter le nouvel an aux enfants d'un orphelinat. La chanson a été écrite dans les années 1980 par Sergei Kuznetsov, qu'on appellera Kuz, et enregistrée en 1989 par Raphaël Izangulov du groupe Mama, dont Kuz était le producteur. La mélodie et les paroles de l'original sont légèrement différentes, en voici un extrait.
Les noms des 4 membres sont respectivement Denis Belikin, Alexandre Gouliaïev, Sergueï Diadioun et Arthur Yeremeyev, tous originaires d'Orembourg, une ville proche du Kazakhstan. Le groupe qui allait devenir Steklovata a été formé en 1999, lorsque le producteur Kouz a rencontré Denis Belikin, 13 ans, alors qu'il cherchait un chanteur pour un nouveau projet. À l'époque, il venait d'être hospitalisé suite au déclenchement accidentel d'un détonateur qui l'a plongé dans un coma et dans une longue convalescence. Avec tout ça, il n'arrive pas à rattraper son retard scolaire, ce qui le dirige plutôt vers la musique. La première chanson qu'ils ont enregistrée ensemble était Steklovata. Elle est sortie sur un album de l'autre projet d'un autre groupe, Tchernilia Dlia Piate, Encre pour la 5e année, je préfère traduire tout de suite, encore un groupe qui visait un public plutôt enfant. Arthur a rejoint le groupe vers les années 2000. C'est comme ça que ce groupe s'est formé en gardant comme nom celui de la première chanson. Sergueï et Alexandre étaient le batteur et le claviériste qui avaient eux aux alentours des 22 ans. Ils avaient eux aussi leur propre groupe, Tchernilnoï Nebo, Ciel d'encre. D'ailleurs, ce groupe est toujours actif aujourd'hui, voici un clip vidéo. Lorsque Sergueï et Alex étaient adolescents, ils étaient membres de Encre pour la 5e année. Et concernant Kouz, le producteur lui aussi est né à Orembourg en 1964 par contre. Adolescent, il lui vint une idée, un nouveau type de groupe pop mettant en avant un jeune ado. Ce serait plus axé sur un côté plus quotidien et léger de la vie, l'école, le premier amour, le chagrin. Il a commencé à chercher parmi des garçons dans des orphelinats et des internats locaux, mais sans succès. Un jour en 1986, Kouz a entendu parler d'un garçon d'un orphelinat doté d'une excellente oreille à Agboulak. Le soir même, il a parcouru les 130 km pour rencontrer ce garçon et l'entendre chanter. L'accord était conclu, Yuri Shatunov serait le leader de son nouveau groupe. Ça a marqué le début de Laskovy May, Tendre Mai, le premier des groupes d'adolescents de Kuznetsov et celui qui connaîtra le plus de succès. La chanson Belly Rosie, Les Roses Blanches, écrite par Kouz en 15 minutes, est devenue leur chanson la plus célèbre. Leur album a fini par être entendu par Andrei Razin, un producteur qui a proposé d'amener le groupe à Moscou. Ce qui suit est une série de conflits qui aboutissent à la sortie de Kouz du groupe et à la prise du contrôle de Razin. Kouz est donc retourné à Orembourg et a formé une série de groupes tous dirigés par de jeunes adolescents dont la plupart étaient orphelins ou étudiants en internat, toujours avec des ambiances disco-pop et écrites par Kouz. Bon, dans tout ce milieu, effectivement, ce producteur était largement considéré comme un pédophile. Un membre de l'un de ces groupes a porté des accusations et on dit qu'à l'exception de Razin, les producteurs et administrateurs le seraient apparemment tous dans le milieu. Il y aurait des preuves dans les thèmes qu'il écrit et dans l'ambiguïté des lettres qu'il lui écrivait directement à l'époque. En tout cas, lui, il est mort pas plus tard qu'il y a 3 ans. En cours de route, j'ai également retrouvé la vidéo du chanteur qui avait envie de se suicider car c'est cool la mort, de son vrai nom Cyril. Sa vidéo est toujours en ligne, même si elle a été upload par une chaîne qui n'est pas la sienne, et les commentaires sont principalement russes. Ça peut paraître con dit comme ça, mais souvent on y retrouve des commentaires français qui viennent tout droit soit de What the Cut, soit de SLG. Elle a l'air d'avoir été assez culte en Russie, que ce soit pour son tournage et ses paroles volontairement humoristiques. D'ailleurs, elle parle de quoi cette chanson ? Le titre veut dire « Rafraîchissez-moi ». Et tiens, voilà les paroles en français. C'est aussi pour ça qu'on tombe pas directement sur sa chaîne quand on la cherche, outre le fait qu'elle a été supprimée puis réuploadée par Cyril lui-même en 2017. C'est parce que son titre officiel c'est Svejest, qui veut dire fraîcheur, mais qu'on a surtout retenu et répandu les paroles du refrain Osvejemenia, rafraîchissez-moi. Il continue de temps en temps son activité sur sa chaîne YouTube et il a refait Svejest en 2020 qu'il a renommé officiellement Osvejemenia tellement c'est devenu le titre de la chanson dans la tête des gens. Дай мне свежесть, дезодорант, весь истрать ты на меня. Il y a même quelques Français qui se sont retrouvés dans la section commentaires et que Cyril a vu, donc je pense qu'il était au courant de son passage dans l'émission et de l'impact que ça a pu avoir chez nous. On n'a vraiment aucune nouvelle de Alex76 de l'époque, vraiment, où il avait posté sa vidéo. Mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'il avait suscité l'attention de Seb, ce qui a valu une vidéo réponse. Mais au-delà de ça, vraiment aucune nouvelle et aucune autre vidéo. Du moins, j'en ai pas trouvé. Hey public, je dois vous prévenir, j'ai trouvé une cravate dans le placard de mon père. C'est la cravatastrophe. Alors, Marc-Edouard, c'est un sacré personnage qui a environ mon âge et qui vient en plus de chez moi.
Direction Hôpitaux Est, Pinel. Tramline C6, Hôpitaux Est, Pinel. Et clairement, il était surtout connu pour son bad buzz. Mais il n'a pas abandonné et aujourd'hui il étudie la comédie et le cinéma et il continue de faire quelques vidéos de temps en temps sur tout plein de sujets. On voit qu'il a évolué et qu'il a mûri, normal, notamment en lisant la description de sa chaîne YouTube. Bienvenue sur la chaîne Marc-Edouard où le cinéma rencontre l'humour et parfois les galères. Il y a plus de 12 ans, je faisais mes débuts sur YouTube aux côtés de figures comme What the Cut et SLG. Entre bad buzz, autodérision et passion, j'ai appris que l'aventure YouTube est faite de hauts, de bas et de beaucoup de vidéos ratées qu'on préfère oublier. Entre critiques de films décalés, anecdotes de tournage sans budget et histoires de persévérance, cette chaîne est une ode à la créativité, même quand on n'a que 10 € en poche. Si tu cherches une safe place pour les passionnés de cinéma et les âmes atypiques, tu es au bon endroit. Marc-Edouard, parce que même après 12 ans, on peut toujours recommencer. Je m'y étais pas spécialement penché à l'époque, ni l'avais remarqué, mais quelqu'un de mon entourage m'a dit qu'il avait vécu un harcèlement particulièrement vénère et acharné. J'espère que depuis ça s'est calmé et je suis content de voir qu'il a pas abandonné sa passion. Bon, fini l'émotion parce que là, on va parler brut, trash, on va parler Martine. Sur sa chaîne, il ne reste que le clip « Je suis une chienne », mais en creusant un minimum, j'ai vu qu'elle avait surtout changé de plateforme. Aujourd'hui, on peut surtout la trouver sur TikTok où elle fait des vidéos humoristiques. Ouais, pas toujours de très très bon goût, clairement. Faut lui dire. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur. D'accord. Oui, aujourd'hui, Warja, il va manger pour les petits-enfants. Elle avait fait des projets avec un artiste du nom de Kiloulout et lui par contre continue de poster sur sa chaîne YouTube avec un univers tout aussi perché et trash. Cordex, ni je suis érotique, j'ai comme ça j'y peux rien. Fais comme chez Tigre en mer, mais toi les élèves tes dames. La vibe me fait d'ailleurs un peu penser à d'autres artistes mais j'en parlerai à la fin. Petit bonus, en faisant mes recherches je suis tombé sur une autre Martine qui a fait un clip sale, c'est son titre, qui est vraiment intéressant et étonnamment populaire, donc je vous laisse avec un extrait, enfin regardez-moi cette prod quoi. Il veut du sale, tu veux du sale, elle veut du sale, tout le monde veut du sale, salope, salope. Trop de mesbats, j'entends plus rien, trop de peine d'être sans chien, nul lâché comme Christelle Canals, baissez vos frocs, place à la fouille anale, je mets pas de gants pour ton toucher rectal, aïe. Il y a encore une fois pas grand chose à dire sur Kevin Prototype, mais il continue de faire de la musique et il sort des chansons et des singles de temps en temps comme Number One il y a 3 ans et une cover de Petit Papa Noël par exemple. Il a son propre site boutique Wiseben sur lequel vous pouvez jeter un œil à ce qu'il fait dernièrement. Pour l'anecdote, son compte X est suspendu. Ça m'a surpris, je sais juste pas pourquoi. Alors là, c'est un terrain glissant, mais j'assume le risque. Je crois que le bail, c'est que l'auteur se prenait une vague de haine si colossale que l'extrait avait été supprimé, et ce même du What the Cut numéro 20 lui-même. Si je me permets d'en reparler, c'est parce que cette personne n'a pas donné de signe de vie depuis l'épisode 20. Il s'agissait de Camille et de son clip C6X, qui n'est disponible plus que sur SoundCloud. À son propos, j'ai juste retrouvé ce post Tumblr ultra bienveillant. Non, je déconne, condescendant à balle comme on pourrait s'y attendre. Il reste aussi cette page sur Paperblog qui le présente extrêmement brièvement et qui contenait des poèmes à en croire le post Tumblr. Muller Coité, ou la femme calebasse, de son vrai nom Nilva Marques da Silva, est assez connue dans la région nord-ouest de Goiânia et dans son village. Les habitants aiment aller à ses concerts et chorégraphier avec elle dans la rue quand ils le peuvent, très feel good quoi. L'histoire derrière le clip c'est une blague de famille. C'est sa fille qui, en regardant un arbre calebassier, lui a dit que les fruits ressemblaient à sa poitrine, et c'est comme ça que l'idée lui est venue. Celui qui balance le concombre se présente sous le pseudonyme de Zedo Picolé, et il s'agit de son mari. La femme la plus âgée du clip, c'est sa belle-mère, quant à son fils, c'est lui qui a édité la vidéo. Donc ouais, toute la famille était impliquée. Elle voulait continuer dans la musique, confiante dans son style excentrique, et puis elle s'est lancée en politique. Oui. Eu sou a mulher Coité, vote com fé, número 2600. Não se esqueça, Coité na cabeça. Youhou! C'est une de ses dernières et seules activités en ligne à ma connaissance d'ailleurs. Jonathan Jiménez, qu'on connaissait sous son nom d'artiste Joe, continue dans la musique avec un sacré glow-up. Une meilleure prod, il gère mieux sa voix et surfe sur son succès autant qu'il peut avec ceux qui, comme moi, se sont demandé ce qu'il devenait. Dans le genre, il fait plus des espèces de tubes d'été. Lui mieux que moi peut vous montrer et vous prouver sa belle évolution. Je veux mourir sans fier.
retrouve après les cours ou pendant le week-end pour faire les pires conneries du monde et les faire sans aucune gêne. Hey, yeah. La première fois que je t'ai vu, tu es devenu l'élu. C'est zéro stress, un plan cul, un plan cul, un plan cul, un bon plan fesse, un plan cul, un plan cul, un plan cul. Ven a bailar, lai lai lai, lai lai lai, mamá tuya. No me pude imaginar mi corazón palpitando, cariño lo siento porque dans mon corps ça souhaite, ça fait boum boum boum, fais-moi tourner, cariño, fais-moi vibrer sur le son de l'été. Pour Bonsoir Love, j'ai plus rien trouvé, à part que c'est potentiellement quelqu'un qui vit à Berlin, mais qui vit en France et qui se définit comme artiste contemporain, qui fait parfois des performances avec quelqu'un qui s'appelle Coco Van. Alors là, on va rentrer dans un sujet sombre. Comme je vous l'ai dit, soit il y a des artistes qui sont vraiment feel good et chill, soit il y a des artistes dont on a découvert des dingueries. Et c'est le cas de Jean Rachid. Pure soirée de folie qui donne envie de danser. Jean Rachid, c'était ce liégeois qui faisait la chanson Pure soirée de folie. Et en essayant de savoir ce qu'il était devenu, je suis tombé sur une vidéo qui avait l'air d'être postée par des gens qui venaient d'un forum qui n'est pas connu pour divulguer des informations ni vraies ni pertinentes. Donc je pensais que c'était encore une fois un énorme troll. Mais en me penchant un peu plus sur son cas, et surtout dans les recherches, je me suis rendu compte que c'était la vérité, pour une fois. Il y a tout le monde qui est contre moi. À l'époque, il se présente comme ça. Je suis Jean Rachid Rambaud, 29 ans, j'habite dans la province de Liège en Belgique et je fais des vidéos YouTube dans lesquelles je fais différentes choses comme de la musique, débattre de sujets, du sport, des courts-métrages, des cascades, etc. Bref, je suis multifonction. J'aurais aucune manière de vous montrer quoi que ce soit de ça parce que sa chaîne YouTube a été tout bonnement clôturée. On peut retrouver On est près de la fin du monde sur Dailymotion et clairement dedans, il dénonce des phénomènes de société profondément inquiétants. Ma femme m'a quitté pour un alcoolique qui se drogue. On est dans une époque de shit, remplie de gouines coiffées comme Brad Pitt, comme si elles avaient toute une bite. Et côté masculin des gars qui s'apprêtent plus que des nanas, comme si ça s'appelait Gina. Ouais, on n'a pas tous la même définition de la fin du monde. Hein. Sur BitChute, on peut trouver une vidéo qui s'intitule Se dépasser, qui a été upload par Thierry Jasper, qui a l'air d'être un de ses amis proches. Comme une envie de me dépasser pour atteindre le haut du sommet. Et qui là pour le coup est ultra récente car elle date d'il y a 2 mois. Malgré ce que je m'apprête à dire et à révéler, je tiens vraiment pas à engendrer une vague de haine. Je n'ai aucune idée de qui il est maintenant, j'espère juste qu'il fait ses trucs dans son coin avec ses potes et qu'il a arrêté de faire ce qu'on a pu lui reprocher. On y apprend notamment qu'il avait posté 2473 vidéos. Jean Rachid Rambaud, ou Jean Rage, avait écopé de 12 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans. Il était poursuivi pour avoir posté différentes publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles il manifestait sa haine à l'égard des femmes. Il avait proféré des menaces d'attentats à l'égard des femmes et des féministes étaient suspectés d'avoir incité à la haine ou à la violence envers les femmes. Entre le 12 et le 19 octobre 2020, il promettait de devenir le nouveau Elliot Rogers, un tueur de masse. Dans ses différents messages, il affichait une haine viscérale envers les femmes et les féministes. Il s'est défendu de la manière suivante. « Je me suis retrouvé dans une situation pas facile, j'ai reçu un torrent de haine et de menaces de mort et j'ai pas su bien réagir. J'ai seulement voulu me protéger. Ça fait 1 an que je ne vis plus. J'espère vraiment que justice sera faite. » Mais heureusement, il a quand même été reconnu coupable pour ses menaces et pour ses commentaires, que ce soit en vidéo ou par message. Bon, retournons à quelque chose d'un peu plus léger en parlant de Dany. Il continue de faire de la musique, il a une meilleure production visuelle, il a d'ailleurs fait des reacts et a beaucoup aimé les covers de Goodbye. Yo, he's good. Let's go. La voix en revanche, c'est pas encore tout à fait ça, même s'il s'est clairement amélioré. Sa chaîne est constituée principalement de tests et de covers. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un fake, mais moi je n'en suis pas certain. Je doute qu'à l'âge qu'ont les protagonistes de cette vidéo, ils aient suffisamment de recul pour faire une vidéo aussi mauvaise faite exprès. Eh bah figurez-vous que si, c'était fait exprès.
Et c'est pas encore une fois où c'est des gens qui se sont dit non mais on va faire comme si c'était fait exprès, comme ça passe un peu mieux. Non, là c'était vraiment fait exprès. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut en être sûr. Comme de nombreuses personnes sans doute, le clip Juste pour toi était bien un fake. Cette vidéo, c'est tout simplement notre premier défi. Pour les personnes qui pensent que la vidéo n'est pas un fake, je vais vous montrer quelques petits extraits du tournage de la vidéo. Non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Bon, vous êtes prêts? Il fait genre, il y passe et vous check, genre, ça fera vraiment pitié ça. Père de la lune, mon ami Pierrot. Alors pour ce clip, on s'est notamment inspiré de tous les défauts principaux des vidéos de clips, c'est-à-dire du style Thibaut-Mus, Bal, je suis pas anti-défaut. Et on a essayé de prendre toutes les perles de ces vidéos pour les rassembler dans notre vidéo, dans notre clip. C'était voulu. Donc on a par exemple laissé cette petite action de musique. Mon frère par exemple qui rate son cœur. Comme un premier défi qui est quand même assez dur psychologiquement pour nous dans un certain sens. Salut tout le monde. Donc bon, j'imagine que bravo, le but a été atteint, au moins. Parlons maintenant de Michel Serrier. Oui, c'est moi. Aussi connu sous son nom de scène Michel Forever et dont la vidéo a fait 2 millions de vues. À l'occasion, je me suis lancé dans un espèce de petite interview improvisée. J'ai pas arrêté, donc là je suis sur scène tous les soirs, j'ai un cabaret, je tourne mon prochain clip dans quelques semaines. C'est toujours bon enfant. Et moi j'inspire les... là j'ai encore plein de fans qui m'attendent tout à l'heure parce que je fais des soirées karaoké avec eux dans moins d'une demi-heure, donc voilà. Hein. Il n'y a pas d'agressivité. J'ai fait aussi un clip dernièrement pour réunir toute connotation où justement la télé réunit des fonds de commerce, c'est on va dire les mauvaises nouvelles, et moi j'essaye d'avoir des gens heureux autour de moi, c'est tout. Et c'est un monde tellement bizarre et qui ne tourne pas dans le bon sens. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, vos créations dégagent une certaine positivité, j'aime beaucoup. Oui, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'énergie à transmettre aux autres. Sur Internet, hein, c'est comme il y a un an, ils ont annoncé que j'étais mort. Bon, on ne voit pas. Hein. Eh ben, je suis content de savoir que vous n'êtes pas mort. Le site JDN Vidéo le présente comme ceci. C'est le propriétaire du cabaret La Main au Panier qui a été créé en 1962, où chaque soir, des particuliers et des entreprises viennent en groupe finir leur journée pour se détendre en dînant dans le rire et l'humour. À chaque fois, ils choisissent 3 artistes qui sont soit chanteurs, comiques, pianistes, humoristes, imitateurs, magiciens, mentalistes, et c'est animé par le fameux Michel Forever. Il a prévu de sortir un livre et un CD en 2017, je ne sais pas si ça s'est fait depuis. Mais en tout cas, vous savez que si vous voulez assister à un spectacle de Michel Forever, vous pouvez y aller à La Main au Panier à Paris. Ils ont leur propre site où on peut faire des réservations. D'ailleurs, j'ai été tenté, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il faut avoir quand même un petit budget de côté. Il continue ses spectacles, ses vidéos, ses événements, il est très présent sur les réseaux sociaux et, à mon avis, il est pas prêt d'arrêter. Vous voyez l'allemand en couche dans la forêt qui cramait du PQ ? Et ben en fait, ça vient d'un groupe d'artistes qui s'appelle HGISH.T, je ne sais pas comment ça se prononce, et cette chanson s'appelle The German Artist. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a mis les paroles sur Smule si ça vous intéresse. Ils se définissent comme un collectif d'électro-performance et ils font effectivement parfois des concerts en Allemagne. Ils ont quand même 72 000 abonnés sur YouTube, ce qui est pas dégueu, ce qui est clairement plus que moi. Ils ont participé à un interview en 2024 et je vais essayer de vous raconter des choses un petit peu pertinentes et vous résumer un petit peu ce qu'ils racontent dedans. Parce que oui, évidemment, tout est en allemand et il n'y a pas de traduction disponible dans une langue que je peux comprendre. Donc je vais devoir me relayer à la traduction automatique, qui est pas toujours très fiable, on est d'accord. La reporter de Germanness raconte son expérience alors qu'elle est invitée à une rave party avec le groupe. Elle les trouve d'ailleurs tout aussi excentriques qu'ils n'ont l'air. Leur projet en ce moment, c'est de faire une méga reproduction de lapin. Elle a fait la rencontre d'un membre qu'on n'avait pas vu en vidéo, un homme qui a décidé de devenir un magicien fictif après avoir plongé dans le coma suite à un accident de vélo. Elle conclut en disant que c'est un collectif certes complètement barré, mais vraiment chaleureux et qu'il contribue nettement à rendre la ville de Hambourg beaucoup plus fun. Bon, je comptais en parler dans une autre vidéo, mais j'ai changé d'avis entre temps. Les gars qui baisaient avec des ponts et qui ont fait une réponse à Antoine Daniel qui a servi dans son intro suivante, non, vous l'aurez deviné, pas fait que ça. Et à l'époque, j'étais vraiment fan de leur création, mais ils ont supprimé toutes leurs vidéos et cessé leur activité depuis bien des années. On sait pas si c'est de la mise en scène ou si c'est du sérieux, mais leur histoire c'est un affrontement de gangs musicaux.
Le Cabinet Clan était ennemi et faisait des vidéos clash contre le Nehru Crew, qui eux ont gardé leurs vidéos. Heureusement, leurs deux sons qui m'ont le plus marqué, Binika Butchery et Don't Fuck Cabinet, sont encore disponibles sur SoundCloud. Il y a que cette introduction qui a été réupload et franchement je donnerais un rein pour que leurs clips soient republiés parce qu'ils étaient incroyables. Je me souviens aussi qu'ils avaient participé à un interview retranscrit en ligne en disant qu'ils étaient tous bi et où ils confirmaient une potentielle altercation avec le Nehru Crew qui s'était très mal fini. J'espère qu'ils vont bien chacun de leur côté et s'ils ont fait d'autres projets j'aimerais beaucoup le savoir. Entre temps j'ai retrouvé les deux clips mais je ne les reposterai pas en entier afin de respecter leur choix de suppression. Le cabinet, c'est pas très bien, c'est même nul. J'ai pas besoin d'un doctorat pour dépecer le docteur K. Barboté dans votre bassine, c'est dans les mêmes remplis d'acide que je crame les mecs que j'assassine. Tu les crames à la cime, je les crame à l'ancienne. Profession, homicide. Assez phénoménal, pas de haine, toujours hal. Regardez-moi ce mec en train d'insister sur Léon. Les Michael avait marqué le terreau chromatique. Le cabinet prend le pouvoir. Cette femme kiffe sucer ma grosse bite de Sénégalais. Il paraît que t'es membré comme un Sénégalais. Permets-moi d'en douter. En vrai t'as pas d'amis, t'en commandes sur eBay. T'en commandes sur eBay, c'est des truelles ou des tronçonneuses. Et t'avales mon foutre, tu te gargarises. Se gargarise de ton foutre. Vraiment, c'est quoi le pire? Quand tu te baignes dedans. Dynamite dans le cul, bam bam, détonateur. Travaille ta dynamite, bam bam, happy birthday. Mais vous, avec vos gueules de psychopathes, vos meufs, vous les butez après ou avant la guerre? Mec, on ne tue pas nos meufs, ni avant ni pendant. D'ailleurs, comme t'as pu le remarquer, tu es toujours vivant. Le flow tellement riche, tellement alcoolisé. On a bien vu que t'as écrit tes paroles bourrées. Un tourbillon de bouse et de rimes médiocres. Y'a un truc qui cloche. Quand tu rappes, c'est moche. Toi, Daniel, avait vu juste, on fout dans des sacs poubelles. Ma théorie c'est que c'était potentiellement une mise en scène parce que leur label indépendant a fait un featuring avec le Nehru Crew dans leur réponse. Dans un vrai clash ça aurait été un conflit de loyauté? Non. À moins que justement ce soit ce qui s'est passé. Le label lui-même, Lil Yang, n'a eu aucune activité sur son SoundCloud depuis plus de 12 ans. Le Nehru Crew, qui est composé de Philippe Roland, Roux, Beda, Leslie Bello, Martin Nera, Nicolas Mriki, Thomas Saez et Zoz, eux, n'ont pas arrêté leur activité. Ils font des mixtapes rap hip-hop de temps en temps. Et je vous laisse avec ce petit bijou qui est un vrai banger. Je les bras sur la double bêta, bouge les doigts sur la bouche de bêta. Bouge les bras sur la double bêta, vas-y bouge les doigts sur la bouche de bêta. Bouge les bras sur la double bêta, bouge les doigts sur la bouche de bêta. Bouge les bras sur la double bêta, vas-y bouge les doigts sur la bouche de bêta. Le dernier, c'est God of All Texas and Your Mom qu'on a vu dans l'épisode 30, abrégé en GOAT, avec sa performance sur Quack Like a Duck. Il a fait quelques tournées live avec le même type de performance, parfois même plus osé et lumineux. Il a un compte Spotify qui comprend que 3 de ses chansons. En effet, il poste plutôt la plupart de celles-ci sur les réseaux sociaux et ses lives. En 2019, il a fait un concert au Kick Butt Coffee par exemple, et là, il était surprenamment habillé. Le groupe prévoit de sortir son tout premier album studio qui s'appelle Pervert Jesus et dont ils ont posté le clip hier le 23 mai. Je souhaite conclure cette partie-là en vous partageant un de ses poèmes romantiques profonds et sincères qu'il a publié sur son Twitter. Je vais me faire le plaisir de vous lire et de vous le traduire. Elle l'aime dans ses fesses, elle le prend comme une salope. Elle est prête à le faire derrière un camion, elle est tout ce dont tu as besoin. Tu peux la baiser jusqu'à qu'elle saigne et après elle se mettra sur ses genoux. Elle va le mettre dans sa bouche, puis elle le retirera. Elle te dira que son cul a un goût délicieux. C'est horrible. Ah oui et non je l'ai pas oublié, donc petite mention honorable à Hubert qui a fait sa mémorable chanson Coin Coin. Canard coin coin, tu fais le canard. Canard coin coin, tu fais le canard au quotidien. Où encore une fois il y avait rien dessus. D'ailleurs si vous avez davantage d'infos sur ces artistes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais trop content d'en savoir plus et d'avoir de quoi étoffer mes recherches. On va désormais clore tout ça en parlant de la dernière personne qui aurait pu être un artiste musical s'il avait posté ses chansons, Antoine lui-même. Après l'épisode 37 posté en décembre 2015, il décide d'arrêter, lassé. Il a sorti une série audio, Clyde Vanilla, et s'est tourné vers une autre plateforme que YouTube qui était elle aussi en plein essor, Twitch, où il deviendra officiellement streamer, et c'est bien sûr toujours le cas. On commence à faire des lives à 800, à 1000 personnes, des trucs comme ça. Et en vrai, la communauté que je construis sur Twitch, je la trouve assez saine. Après avoir fait le tour de ces vidéos dans un énième marathon et en écoutant ce que les personnes concernées ont dit, quelque chose m'a paru évident. On baignait dans une atmosphère excessive de second degré.
What the Cut est et sera à mes yeux toujours hyper drôle, mais il n'y a pas eu que du positif dans cette histoire, que ce soit pour les gens qui sont passés dedans, comme pour Antoine lui-même. Je vous offre un petit bonus parce que c'est pas vraiment un artiste musical, mais j'ai été content de voir des nouvelles du violon gay sur la chaîne québécoise de What the Fuck Kev. Dedans, il explique d'ailleurs très bien ce dont je viens de vous parler. Puis, moi, j'allais faire mes vox pop où j'allais demander au monde, toi, t'es là pourquoi, puis qu'est-ce que ta pancarte veut dire. Puis là, c'était la manifestation pour le droit de danser. Fait que c'est comique, tu sais. Fait que je me ramasse là, puis je filme le monde. Puis à un moment donné, il y a un individu qui arrive, OK? Puis je commence à me jaser. Fait que j'y parle, je pose des questions. Puis à un moment donné, je commence à arrêter de l'écouter. Puis je commence à me concentrer sur son visage. Je suis comme, hey, je reconnais cet homme-là. Moi, c'est Éric le violon, mon face. Oh! Il me semblait que je t'avais reconnu. Mon nom, c'est Éric Rogil ou Éric le violon ou le violon gay. Moi, je suis venu au monde à Montréal. On a vécu sur la Rive-Sud à Greenfield Park. On a déménagé en 1979. Avant, je restais dans Villeray. J'ai été connu en faisant une série de vidéos avec une tête en 2008 que j'ai publié sur Internet par la suite pour décrire un certain type de fantasme qui n'est pas évident à réaliser. À un moment donné, ça a commencé que je recevais plein de demandes d'amis Facebook. Je savais pas pourquoi. Violon gay, j'ai vu tes vidéos, puis tout. Puis là, le monde a commencé à publier des montages, des modifications, puis tout. On a joué de violon gay. J'ai eu plus de négatifs que de positifs. Là. Quand j'ai commencé à voir dans des commentaires là, que le monde se demandait si j'étais pas pédophile ou si j'étais pas viré fou, enfermé. Je veux dire, moi j'ai pas aimé ça, j'ai pas apprécié ça. T'as-tu eu de l'argent avec ces vidéos-là? Jamais. J'ai une chaîne où je fais encore des vidéos, mais plus la formule avec une tête, là, où je fais des animations avec comme des avatars, un jeu d'avatars, puis je fais des captures d'écran, d'images. Les histoires dans les vidéos, dans les textes, c'est fictif. Là. Pour m'amener, j'en fais un avec un genre de clown. Là. Les autres voulaient porter des chemises blanches. Ils feraient les tournages en chemise. Les autres voulaient être en chemise. Puis moi, ouais, OK, ouais. C'est toi au début qui nous a dit que tu voulais qu'on soit en chemise. Ouais, aussi, là. Tu m'as joué encore du violon gay? Non, ben... non, on m'a embrassé à la place. Moi aussi, t'es bon! J'ai déjà été à Sainte-Justine quand j'étais enfant, à Charlemagne. J'ai eu des problèmes... à l'hôpital Charlemagne, c'était au pavillon psychiatrique, là, parce que j'avais des fantaisies qu'au goût de mes parents, ma famille, ils trouvaient ça... tu sais, déjà dans les années 80, quand je leur parlais de fantasmes de violon, puis tout le trip, moi, j'étais déjà diagnostiqué, pas schizophrène, mais schizoïde, là, qui veut dire la limite de... Sauf que moi, j'ai jamais entendu de voix, j'ai jamais rien eu de... Peut-être plus mes fantaisies qui ont fait capoter les parents, puis peut-être certains docteurs. Alors évidemment, tout ça, ça date. Et Antoine Daniel s'en est rendu compte et c'est pour ça que peu à peu, il a cessé de choisir du contenu créé par des Français, en particulier par les plus jeunes. Les personnes dont je parle dans les vidéos, ça les impacte pour de vrai, en fait, dans leur vie de tous les jours. Et ça, c'est un truc où je commence à me sentir forcément méga coupable par rapport à ça. Quand je repense à l'époque où je prenais des Français dans What the Cut ou des jeunes ou des trucs comme ça, je me dis mais je suis un putain d'inconscient, en fait. Ouais, mais non, mais je parle pas de gens qui peuvent être impactés. Ce qui est faux, littéralement, tout le monde peut être impacté. Même très jugeant quand je pense à des trucs sur l'art que j'ai pu dire à l'intérieur. Mais qui je suis, en fait? Je suis qui pour oser dire que tel truc est bien et tel truc est nul, tu vois? Qui je suis? Je suis qu'un pauvre connard. Ah non, regardez, il est ridicule, ou regardez, ce truc-là, c'est nul. Vraiment, je me disais, mais... Et ces gens-là, en plus, prennent infiniment plus de risques que moi. La critique est tellement facile, l'art est tellement difficile. Avec What the Cut, j'avais l'impression de devenir le bully aussi. Je suis vraiment dans la bonne position du « je ne fais rien, mais je dis ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Je me suis dit « mais qui je suis vraiment pour critiquer telle personne, pour me moquer de tel truc, pour tourner en dérision tel machin ?» Tout n'est pas tout noir, évidemment, ce serait mentir que de dire que l'impact a été à 100% négatif. Pour certains, ça leur a fait un peu de buzz et j'inclus le bad buzz dedans même si celui-ci retombe très vite. Pour d'autres, ça a carrément alimenté une fanbase et motivé certains artistes comme Little Big à venir faire des tournées en France. Ça a propulsé et davantage popularisé la culture japonaise, la mode Harajuku à travers Kyary Pas Mieux Pas Mieux. What the Cut reste et restera gravé dans l'histoire de l'internet français et a façonné certains aspects de notre humour, voire de nos personnalités. Je suis sûr qu'il y a un nombre incalculable d'entre nous, et je me compte effectivement dedans, qui balançons des refs à des vidéos, à des musiques, à des punchlines encore aujourd'hui et pour un bon nombre d'années encore à venir. J'ai survolé quelques groupes, mais j'espère avoir réussi plus ou moins à rendre hommage à une époque où tout était plus facile, ou du moins arriver à maintenir l'illusion que ça l'était. A plus. La chaîne de Laura Nesgos.
Tout ça m'a fait réfléchir à qui nous étions à l'époque, et pour aller plus loin à l'essence même de la création, surtout sur YouTube. C'était une plateforme un peu niche qui commençait à être popularisée grâce aux gros youtubeurs tels que Rémi Gaillard et compagnie, et des stars de la musique qui flairaient tout son potentiel. Mais entre ça, c'était aussi et surtout des passionnés, des geeks, qui voulaient partager leur passion en se filmant avec une webcam de faible qualité et un son souvent affreux. Et vous voyez tous ces Alex du 76, Kevin Dedelis, Pulco, Madness Rain, tous ces gens, c'est facile de s'en moquer, mais est-ce que vous auriez le cran, vous, de faire comme eux ? De vous lancer avec 3 briques et 3 brocs comme ça pour partager votre passion. Vous vous rendez compte des épaules et du courage qu'il faut, surtout sur un univers aussi cruel qu'Internet, et que ce soit pour le buzz, pour le bad buzz ou pour le fun, est-ce qu'au final on s'en foutrait pas un peu des intentions ? En plus, à l'époque, on baignait à fond dans la cringe culture, cette espèce de chasse au cringe où on était soit moqueur, soit moqué. C'était le troll contre l'otaku, le furry, le geek, et que sais-je encore. Et je suis bien content que ce truc de cringe culture s'est mis à mourir à petit feu, et qu'on a accepté qu'on s'en foutait d'être malaisant, tant qu'on ne fait rien de mal à part s'amuser avec une communauté qui partage les mêmes passions que nous. Puis il faut arrêter avec cet élitisme dans la création, cette pression constante à devoir être bon, que ce soit dans l'art, dans la musique, dans l'acting, parce qu'on en oublie ce qui est le plus important avant tout, créer et s'amuser. YouTube a beaucoup évolué depuis, autant concernant son ampleur que son utilisation. C'est devenu un métier et des créateurs de contenu plus ou moins divers émergent de part et d'autre. Sauf que tout ça, ça a créé le phénomène de la course à la qualité. Il faut toujours faire plus, toujours plus choc, toujours plus captivant, plus long, plus court. Il faut se plier, se polir, se lisser, jusqu'à correspondre à un format bien précis. Il faut rentabiliser, être productif, être rapide, avoir les meilleures caméras HD, les meilleurs micros, une équipe, faire tout avant tout le monde, avoir des potes, un décor impressionnant, un montage impeccable et dynamique, se démarquer mais à la fois se conformer pour ne pas être trop niche, mais être assez niche pour ne pas être générique. Et évidemment, je me retrouve pas dans ça. Et dans un sens, j'en paye les conséquences. Ah, il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne, il faut faire ça, il faut du rythme, il faut de la régularité, je vais limite trouver un bon mot, une bonne miniature, vidéo, et on a envie que ça fonctionne. Mais en fait, finalement, est-ce que ce serait pas intéressant de se dire, bah je fais une vidéo, mais en fait, je m'en fiche si ça fonctionne pas, je m'en fiche si c'est pas aimé, mais si je ressens que ça me fait plaisir de le faire, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, comment je le fais ou comment je le dis, bah que ça me fait du bien, c'est ça le plus important. C'est le jeu et heureusement je mise pas tout dessus, faudrait être inconscient pour faire ça. Je fais le choix d'avoir une qualité de rendu assez moyenne, d'inclure tout ce que je sais faire au possible, c'est-à-dire dessiner, ou au moins un peu, parce qu'avant tout je veux être là pour le plaisir de partager et de faire découvrir. C'est en ça que je m'identifie à eux et j'espère qu'un jour, comme eux, j'aurai le courage et le cran de moi aussi partager certaines créations, notamment ma musique.